Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube que personne connaît. Je vous avais promis un suivi complet de ce bassin, et bien c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir qu'en quelques mois il s'est passé énormément de choses à l'intérieur de celui-ci, et on va aussi voir en détail la fontaine et le système de filtration qui est en dessous. Et je vais aussi vous parler d'un problème d'algues qui est apparu, donc on va faire de l'entretien. Allez, c'est parti. Peu de temps après ma dernière vidéo sur le bassin, l'eau du bassin est devenue incroyablement claire. Elle était limite transparente, translucide, on pouvait compter le nombre de feuilles qu'il y avait au fond de l'eau. Là je vous montre, elle est encore claire. Là on voit très bien le fond. Et une bonne partie des plantes du bassin se sont mis à fleurir. Comme par exemple cette plante là, dont je ne sais toujours pas ce que c'est. Mais également l'iris des marais qui s'est mis à fleurir. Là, c'est tout ce qui reste, mais il y avait beaucoup plus de fleurs. Et également ce qu'on pense être le cresson des fontaines, que l'on voit ici, qui lui aussi s'est mis à fleurir. J'étais un peu dégoûté d'ailleurs, parce que si j'avais attendu quelques jours avant de faire ma vidéo, eh ben, j'aurais pu vous faire une vidéo avec le bassin en fleurs. C'était vraiment très beau. Bon, voici ce qu'il en reste. Malheureusement, ce plaisir était de courte durée, car des algues filamenteuses sont venues envahir le bassin et détruire ainsi ce paysage idyllique. Je me doutais que ça allait arriver car c'est assez fréquent dans un bassin récent, mais je ne pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur, surtout que j'avais pris toutes les mesures nécessaires pour éviter que ça se produise. Voici les quelques règles à respecter pour limiter l'apparition des algues filamenteuses dans un bassin. La première chose à faire, c'est d'éviter que le bassin soit en plein soleil toute la journée. Et c'est exactement ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé le bassin sous ce mirabellier, et du coup, il est en plein soleil uniquement vers la fin de la journée. La deuxième chose à faire, c'est d'éviter que l'eau du bassin chauffe trop. Et c'est pour ça que j'ai placé le bassin sous un arbre, car un arbre, c'est comme un système de climatisation naturel. D'ailleurs, on va voir la température de l'eau du bassin. Et l'eau du bassin est à... Ah ouais, 19 degrés quand même. Ah, c'est pas mal, hein. La troisième chose à faire pour éviter qu'il y ait trop d'algues filamenteuses, c'est de ne pas y mettre trop de poissons. Or, dans mon bassin, il n'y a aucun poisson, quoi. La quatrième chose à faire pour éviter qu'il y ait trop d'algues dans le bassin, c'est de limiter les dépôts organiques au fond de l'eau. Or, vu que le bassin, je l'ai fait assez récemment, il n'y a quasiment pas de dépôts organiques. Là, on peut voir, il n'y a même pas de vase qui s'est encore formé au fond. Enfin, un tout petit peu, mais c'est assez éparse. Après, il est vrai qu'il y a eu beaucoup de feuilles du mirabellier qui sont tombées dans l'eau, telles qu'on peut les voir là. Et la cinquième chose à faire est de planter suffisamment de plantes à l'intérieur du bassin qui vont concurrencer les algues en absorbant une bonne partie des nutriments nécessaires à celles-ci. Or, ici dans ce bassin, je pense avoir mis suffisamment de plantes. Là, toutes les berges sont habillées avec plein de types de plantes différentes. Il y a également des plantes dans la zone marécageuse là-bas. Et il y a également des plantes dans la zone moyennement profonde là-bas. Et là, très récemment, j'ai installé une plante de profondeur, ici, le nénuphar. Comme vous pouvez le constater, j'ai pris absolument toutes les précautions nécessaires pour éviter l'invasion des algues filamenteuses, sachant qu'il est impossible de s'en débarrasser totalement, car elles sont essentielles pour l'équilibre du bassin. Du coup, dans cette vidéo, je vais retirer tout ce qu'il y a dans ce bassin, comme ça vous allez pouvoir voir en détail la fontaine et le système de filtration, et je vais en profiter pour retirer une bonne partie des algues filamenteuses pour que le bassin retrouve enfin un équilibre. Et dans cette vidéo, je vais également vous montrer comment installer un nénuphar fraîchement acquis dans une jardinerie. Mais avant de commencer, je vais vous montrer quelques images filmées par la caméra de vidéosurveillance à vision nocturne qui est juste ici, d'animaux qui ont été surpris autour du bassin.
Le gros avantage que j'ai avec ce bassin, c'est que toutes les plantes qui sont dans le fond du bassin sont dans des paniers, donc on peut les retirer très facilement. Et du coup, je vais toutes les retirer, les mettre dans une bassine avec de l'eau de pluie en attente. Comme ça, j'aurai le champ libre pour pouvoir nettoyer une bonne partie du bassin. J'ai retiré quelques plantes, maintenant j'ai retiré la fontaine. Alors pour retirer la fontaine, c'est assez simple. D'abord, il faut l'éteindre. Et pour l'éteindre, il faut juste mettre quelque chose sur le panneau solaire pour éviter qu'il continue de fonctionner. Voici à quoi ressemble la fontaine et le système de filtration. Alors en fait, tout fonctionne à l'aide d'une pompe qui est à l'intérieur de cette boîte. Et dans cette boîte, il y a plusieurs masses filtrantes. Et du coup, cette pompe aspire l'eau et l'eau passe au travers des masses filtrantes. Et du coup, l'eau passe au travers de tous ces trous-là. Et une fois qu'elle est aspirée par la pompe, elle est remontée dans ce tuyau et elle est éjectée par ce système ici, qu'il est possible de changer. Quand on achète ce type de pompe, en fait, on a plusieurs embouts différents. Moi, j'ai choisi celui en cloche parce que c'est celui qui fait le moins de bruit. Sinon, il y a carrément un G qui peut sortir. Enfin, il y a plein de choix différents. Et en plus, on peut gérer la taille de la cloche en jouant sur la hauteur de ce petit embout là, juste ici. Ce que je trouve vachement intelligent avec ce type de filtration, c'est qu'en fait, ça évite d'aspirer la vase qui est au fond de l'eau. Parce que là, la vase, elle est ici, à ce niveau-là, quand cette pompe, elle est immergée. Et du coup, ça évite que ça aspire la vase et ça évite de la remuer, ce qui pourrait être mauvais pour la santé du bassin. Et en plus, la vase pourrait boucher en fait la pompe qui est à l'intérieur. Et vu que là, la pompe n'est pas directement en contact avec la vase, eh ben, je trouve ça vachement intéressant. Et la pompe est reliée à un fil électrique que l'on voit ici, là, qui passe là, que j'ai posé à même le sol, qui passe là et qui est relié au panneau solaire. Le panneau solaire que j'ai camouflé ici pour éviter que la pompe continue de fonctionner. Et du coup, pour l'instant, je l'ai juste posé à même le sol, ça fonctionne très bien, mais je l'ai juste posé à même le sol. Et maintenant que je suis sûr de l'emplacement définitif de la pompe, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement mettre le fil électrique dans une gaine et je vais enterrer la gaine à quelques centimètres de profondeur. Et je vais mettre un repère pour pouvoir en fait, si jamais je creuse un trou, être sûr de ne pas endommager le fil électrique dans sa gaine. Et l'autre très gros avantage que je trouve avec ce système de filtration, c'est qu'on peut choisir l'efficacité de filtration. C'est-à-dire que là, ça se déclipse. Bon là, ça s'enlève pas aussi facilement, c'est moi qui l'ai pré-déclipsé. Et là, il y a des mousses filtrantes, en fait. Là, on les voit bien. Là, il y en a plusieurs, en fait, des mousses filtrantes. Et à l'intérieur, on peut rajouter d'autres modules de filtration. Comme par exemple, moi, je vais rajouter un sachet de charbon actif pour augmenter la puissance de filtration. Et en fait, si on veut, on peut rajouter d'autres masses de filtration. Ça veut dire qu'on peut changer ces mousses en mettant des mousses qui filtrent un peu mieux. Et surtout, à l'intérieur, il y a des emplacements pour pouvoir mettre plein de masses de filtration, comme par exemple de la céramique ou plein d'autres choses. C'est pour ça que moi, là, j'y ai mis du charbon actif. Mais en réalité, on peut mettre plein de choses. Il y a tout un tas de places, en fait, pour ajouter plein de modules de filtration différentes, pour ainsi augmenter l'efficacité de filtration. Ça fait plusieurs mois que j'ai cette fontaine, et pour l'instant, je n'ai pas vu de baisse d'efficacité de cette pompe. Cette pompe est plutôt efficace. Alors, je vais essayer de vous la montrer un petit peu. Vous voyez, c'est une pompe comme ceci, que j'ai mis dans un filet pour éviter, en fait, qu'il y ait des saletés qui rentrent dedans et qui bouchent la pompe. Et après, la pompe, elle est posée, en fait, à l'intérieur du caisson. Et le caisson est rempli de masse filtrante. Alors, je vous mets le modèle de la fontaine avec le système de filtration et le panneau solaire qui est caché là-dessous, juste ici, comme ça vous puissiez voir à quoi ça correspond. Sachant que je ne suis pas sponsorisé, je fais juste ça, un partage d'expérience entre consommateurs. Vous puissiez voir à peu près, faire votre propre avis. Mais jusqu'à présent, pour l'instant, je suis assez satisfait. Alors, j'ai essayé de retirer les plantes qui restent. Là, la menthe aquatique qui est juste là dans son panier et le plantain. Sauf que le problème, c'est que j'ai l'impression que tout est emmêlé en fait dans un gigantesque réseau racinaire qui fait la zone marécageuse et la zone peu profonde. Donc du coup, je vais le laisser par peur de tout arracher et je vais essayer de retirer un maximum d'algues sans avoir à les enlever. Alors pour retirer les algues, normalement il faut utiliser une brosse spéciale faite pour les algues filamenteuses. Malheureusement, je n'ai pas cette brosse, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un râteau, sachant que les algues filamenteuses vont jusqu'au fond du bassin. Alors pourquoi j'utilise un râteau? C'est parce que j'ai vu cette méthode sur internet, alors je vais tester, voir si ça fonctionne. Alors la technique du râteau fonctionne plutôt bien. En fait, il faut enrouler les algues filamenteuses autour du râteau, comme si on faisait une gigantesque barbe à papa aquatique. Mais malheureusement, il y a certaines algues filamenteuses qui sont entremêlées entre les plantes flottantes. Et donc soit je retire les plantes flottantes pour retirer les algues filamenteuses, soit je suis obligé de les laisser. Je vais essayer d'en retirer une partie à la main. Là, comme vous voyez, c'est un peu une bouillasse verdâtre. Après,
quelque part c'est de la spiruline, hein. C'est ce qu'on achète, c'est ce qu'on consomme en fait dans l'alimentation commune. Ça c'est de la spiruline. C'est de la même famille en tout cas. Je sais pas si celle-là elle est comestible, mais c'est exactement la même chose. Alors pour retirer les algues filamenteuses, ce que je fais, c'est que déjà je l'essaye d'en attraper un maximum avec la main. Et je la mets en fait à côté du bassin. Parce qu'en fait à l'intérieur il y a plein de vie aquatique qui restent coincées dedans et je leur laisse une chance de s'en sortir en replongeant dans le bassin. Bon voilà, j'ai réussi à enlever une bonne partie des algues filamenteuses. Je n'ai pas pu tout retirer parce qu'il y en a qui sont prises dans les racines des plantes et aussi dans les plantes flottantes. J'en ai laissé aussi dans la zone marécageuse, parce que bon, les algues filamenteuses dans la zone marécageuse, je trouve pas ça si déconnant que ça. Et du coup, là je vais remettre la pompe. Là vous voyez, comme je vous avais dit, l'eau était devenue limpide en fait, transparente, peu après ma première vidéo. Et là on voit bien le fond, hein. Et pourtant j'ai bien remué l'eau. Là quand je vais mettre le système de filtration, ça va assainir l'eau. Et on va voir après ce que ça donne. Comment installer un nénuphar que vous avez fraîchement acquis en jardinerie dans votre bassin? Alors tout d'abord, on va le dépoter et le changer de pot. On va le mettre dans un pot plus grand parce que son pot d'origine dans lequel il poussait dans la jardinerie est devenu beaucoup trop petit. Alors le mieux à faire en temps normal, ça serait de le placer dans un panier spécial pour plantes de bassin. Ce sont des espèces de paniers avec plein de trous dedans pour que l'eau puisse circuler librement à l'intérieur. Mais malheureusement, je n'ai pas de budget, donc je n'ai pas de panier spécial pour plantes de bassin. Donc j'ai utilisé ce pot-là que j'ai dans mes affaires, qui a des très gros trous dans le fond. Donc je pense que ça peut le faire. Et aussi, il faut utiliser du terreau spécial pour plantes de bassin. Mais pour les nénuphars, la particularité, c'est que dans la nature, ils poussent naturellement dans un sol argileux, dans le fond des lacs et dans le fond des rivières avec peu de courant. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que chez moi j'ai de la terre argileuse, je vais le dépoter de ça et le rempoter dans de la terre argileuse. Dans votre panière ou dans votre pot, il faut mettre un géotextile pour éviter que la terre s'échappe par les trous. Donc voilà, là j'ai ce géotextile là qui traîne dans mes affaires, que je vais pouvoir réutiliser. Donc je vais me permettre le luxe de le doubler pour qu'il soit plus efficace. Voilà, j'ai mis mon géotextile au fond du pot pour boucher tous les trous. Donc maintenant, ce que je vais mettre, c'est de la pouzzolane. Ce n'est pas obligatoire, mais moi je vais en mettre. Je vais en mettre au fond pour tapisser un peu et pour bien maintenir en fait le géotextile. Voilà, j'en ai juste mis un fond. Et maintenant, je vais y rajouter de la terre de mon jardin. Là, on voit bien qu'elle est bien argileuse. On peut pas faire plus argileux que ça. Là, c'est de la pierre. C'est dingue. Maintenant que j'ai la terre de jardin dans le pot, ce que je vais faire, c'est que je vais dépoter le nénuphar et le rempoter dans ce pot. Et voilà, j'ai rempoté le nénuphar dans de la terre argileuse et par-dessus, j'ai rajouté de la pouzzolane. Alors que vous utilisez du terreau spécial pour plantes de bassin ou pas, je vous recommande quand même de mettre de la pouzzolane pour éviter que la terre de surface en fait se mélange avec l'eau du bassin. J'ai terminé d'enlever une bonne partie des algues filamenteuses du bassin. Et j'ai réinstallé toutes les plantes que j'avais enlevées et que j'avais mis en attente. J'ai réinstallé également le nénuphar après l'avoir rempoté. Malheureusement, j'ai perdu une feuille dans le processus, mais bon, vu qu'il est dans un nouveau pot et dans une toute nouvelle terre, je pense qu'il va reprendre très rapidement du poil de la bête. Si ça se trouve, ce n'était pas si nécessaire que ça que j'enlève toutes ces algues vertes. Peut-être que le bassin se serait rééquilibré de lui-même, sachant qu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup moins de temps à s'en occuper. Comme par exemple, j'ai eu pas mal de témoignages dans les commentaires de gens qui faisaient juste un bassin dans leur jardin et qui le laissaient vivre. Si vous voulez savoir comment j'ai installé ce bassin, je vous invite à regarder ma précédente vidéo dont je vous mets l'encart juste ici, où là je vous explique tout un tas de conseils pour installer au mieux votre bassin. Et ce qui est intéressant dans les commentaires de cette vidéo, c'est que j'ai eu énormément de témoignages de gens qui avaient des bassins dans leur jardin et qui avaient ni fontaine, ni système de filtration, et qui n'avaient pourtant aucun problème avec les moustiques. En fait, je me demande si c'est vraiment si utile que ça. C'est surtout moi qui ai insisté pour installer tout ce matériel, mais en réalité, peut-être que le bassin peut être 100% autonome et peut se gérer tout seul concernant les moustiques. Le bassin peut vous sembler terminé, et pourtant j'ai plein de projets pour son aménagement. En effet, je compte le transformer en bassin à épices, en plantant tout autour du bassin tout un tas de plantes aromatiques qui profiteront du microclimat du bassin pour pouvoir bien pousser, et en plus ça fera une extension de mon potager qui ne nécessitera aucun arrosage. Avoir un bassin naturel dans son jardin, c'est un véritable plaisir. Je pourrais passer des heures à observer la vie qui s'agite à l'intérieur. Il y a toujours quelque chose à observer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et il y règne une ambiance quasi mystique. La nuit, c'est toujours le moment où toute la vie aquatique se révèle. Bon là, j'ai mis des lumières sous-marines pour vous montrer ce que ça donne, mais en temps normal, elles sont tout le temps éteintes, parce que c'est très mauvais pour la biodiversité du bassin.
Et là, on dirait qu'elles sont puissantes, mais quand j'éteins ma lampe, vous voyez, ça donne ça. C'est pas hyper performant, hein. Là, on voit bien la nocivité de l'éclairage aquatique, parce que tous les petits points qu'on voit, ce sont de petites bêtes qui confondent l'éclairage avec la lumière du soleil. Voici plein de petites bêtes aquatiques. Dans le lot, il y a des larves de moustiques, mais les autres, je sais pas ce que c'est. Là, il y a un gros escargot aquatique avec la coquille pointue. Là, on va voir la température de l'eau de nuit, voir ce que ça donne. Ah ouais, la température, là, elle est de 20 degrés quand même, c'est beaucoup. Là, il y a un espèce de mollusque, je sais pas du tout ce que c'est. Là, ça, c'est tout nouveau dans le bassin, il y en a plein, ce sont des petites larves qui se dandinent, des larves sous-marines, on dirait. Je sais pas du tout ce que c'est. Il y a aussi des bêtes qui se déplacent hyper vite. Ça, c'est peut-être une petite crevette. Ça, c'est un dithyque, c'est un genre de scarabée aquatique. C'est un très gros prédateur à l'intérieur du bassin et il y en a de plus en plus. C'est assez intéressant. Il y a quand même des petites larves de moustiques, mais il y en a vraiment très peu par rapport au volume d'eau. Là, c'est un endroit où plein de petits insectes aquatiques viennent se cacher pour se protéger des prédateurs. Là, je pense que c'est le petit scarabée que l'on a vu tout à l'heure, mais sous forme larvaire. Voici l'eau où j'avais mis en attente les plantes aquatiques et on voit il y a bien des crevettes dans ce bassin. La vie s'y est très vite installée et j'ai vraiment hâte de voir les prochains animaux et les prochains insectes qui viendront s'installer à leur tour dans les prochains mois et dans les prochaines années. Bien entendu, je vous montrerai tout ça dans de prochaines vidéos où je vous montrerai toutes les autres formes de vie qui viendront s'installer à l'intérieur de ce bassin. Je voudrais faire une petite mise à jour concernant la fonction anti-moustique de ce bassin que je vous avais présenté dans ma précédente vidéo. En effet, dans les commentaires de cette vidéo, j'ai reçu quelques menaces de gens qui pensent que les particuliers ne devraient pas avoir de bassin de jardin dans leur jardin. Bien sûr, privilégiant la bienveillance sur cette chaîne YouTube, j'ai supprimé tous les commentaires de ce style dans les commentaires de cette vidéo et je vous donnerai pas non plus les noms de ces fameuses personnes pour protéger leur anonymat. Je comprends leurs craintes et bien mieux qu'un long discours, je préfère plutôt faire une petite démonstration pour leur montrer un peu les véracités de mes propos. Je ne vais pas vous mentir, il y a bel et bien des larves de moustiques dans ce bassin. Et il arrive même parfois qu'il y ait des petits moustiques qui en sortent. Mais en réalité, il y en a vraiment très peu par rapport au reste du jardin. Là, on en voit d'ailleurs des larves de moustiques. Et bien, c'est tout à fait normal parce que le but recherché avec ce bassin, c'est de justement attirer les prédateurs de ces larves. Et du coup, là, dans le bassin, tout ce que vous voyez, tous les points noirs, les petites taches noires, vous voyez, en fait, tout ça, ce sont des pontes de moustiques. Et comme vous pouvez le voir, il y a très peu de larves de moustiques en réalité par rapport à toutes ces pontes qu'il y a partout. En fait, une bonne partie de ces pontes donnent des moustiques qui sont très rapidement mangés par la vie du bassin. En fait, toutes les pontes de moustiques que l'on voit ici, s'il n'y avait pas eu le bassin, elles auraient eu lieu dans d'autres zones d'eau stagnante du jardin où là, il n'y aurait eu aucun prédateur pour pouvoir limiter la population. Et depuis qu'on a le bassin, on a vraiment remarqué une diminution des populations de moustiques. Alors que pourtant ça fait seulement depuis 1 an qu'il est là et c'est seulement à la seconde année où il va être à son plein potentiel. Là, je suis juste à côté de mon bassin et je suis en débardeur et en short et pourtant il n'y a aucun moustique. Oui, critiquez pas mes chaussures, hein, ça c'est les meilleures chaussures que j'ai trouvées pour pouvoir faire du jardinage. Là vous voyez, je suis dans une autre zone de mon jardin, la zone la plus aride. Là il n'y a vraiment aucun point d'eau. Et là qu'est-ce qu'on voit? Des moustiques et il y en a plein. Et ça vole partout autour de moi. Je sais pas si on arrive à les voir. Non, il y en a vraiment partout, quoi. Alors que pourtant, ici, je suis très loin du bassin. Alors qu'ici, il n'y a rien du tout, hein. Franchement, je suis peinard. Une petite information que j'avais oubliée lors de ma précédente vidéo sur comment installer un bassin préformé. Vous voyez, tout le tour du bassin, ici, il y a des rives qui forment une espèce de cuvette. En fait, c'est des cuvettes pour qu'on puisse y planter les plantes aquatiques à l'intérieur. Il faut bien les remplir avec beaucoup de substrat, limite que ça déborde, pour éviter que ça devienne un lieu où viennent se réfugier les larves de moustiques. Là, par exemple, on voit, j'ai pas mis assez de pouzzolane, il va falloir que j'en rajoute pour vraiment que ça soit à ras-bord. Il faut que ça ressemble à peu près à ça, en fait. Il faut vraiment que ça déborde. Et il faut bien surveiller que le niveau d'eau du bassin soit au maximum pour qu'il y ait suffisamment d'eau ici pour que les prédateurs puissent passer de la partie profonde à la partie rive. Après, comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, de nos jours, il est impossible de se débarrasser à 100% des moustiques, surtout depuis l'arrivée du moustique tigre. Même en utilisant ce type d'appareil que la grande distribution nous vend, qui sont plus des attrape-couillons que des attrape-moustiques. Même le bassin est 100 fois plus efficace que ces trucs-là. Grâce à votre aide dans les commentaires, j'ai pu identifier une bonne partie des plantes de ce bassin. Et c'est assez drôle parce qu'en fait, les gens qui ont donné des noms à ces plantes se sont contentés de donner des noms de plantes communes,
Et ils ont rajouté un petit adjectif à la fin qui a un rapport avec l'eau. Comme là, par exemple, on a de la menthe aquatique. Ici, on a du cresson des fontaines. Là, on a du plantain aquatique. Là, on a des iris des marais. Ça, bon, ça c'est du jonc. Ça, c'est du roseau. Et ça, c'est une plante de la famille des papyrus. Et les plantes dont il me manque encore le nom, c'est ça, c'est cette plante-là, qui était une plante de rive, là où je l'ai prélevée. Et cette plante là-bas, qui a été une plante flottante, là où je l'ai prélevée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Comme ça, vous me soutenez et vous m'encouragez à continuer. Et je vous dis à la prochaine pour de futurs contenus. Allez, ciao!